Bonjour à vous. Alors, je vais faire un pas de côté. Moi, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle qu'on m'a demandé d'expliquer lorsque est devenu évident que l'avenir n'était pas simple, voire même, il allait falloir changer, tous, autant que nous sommes. La question que je vais poser et à laquelle je vais essayer d'apporter une réponse, c'est celle de comment fait-on pour changer ? Et changer, si possible, durablement. Pas changer juste en apparence, pas faire semblant. Vraiment changer. Par exemple, face à la crise écologique au sens global du terme, comment, par exemple pour des étudiants de l'ENA en 2006, faire en sorte qu'ils comprennent qu'il y a des problèmes techniques et qu'il faut aussi résoudre les problèmes sociologiques. Le problème sociologique numéro 1, c'est apparemment l'opinion a évolué. Nous savons qu'il y a un problème de crise écologique globale. Mais les comportements, eux, n'évoluent pas. Ce sera mon premier point. Deuxième point, je voudrais faire un petit détour avec la sociologie et la psychosociologie sur la question des attitudes. Pour ne pas en rester à l'opinion ou le comportement, on va prendre un peu de hauteur. Et puis, troisième point, comment est-ce qu'on change ? Et là, je vais vous proposer une petite méthode. Premier point, vous êtes au courant, pas la peine de s'y attarder, l'environnement, l'écologie, c'est très important. 80% des gens, sondage récent, mais depuis les années 70 à peu près, nous sommes entre 75 et 85% à considérer que ce sujet est vraiment important, voire même qu'il nécessite que l'on change. Très bien. Disons que l'opinion a évolué. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a plein de choses qui nous ont fait évoluer. Des films, Home, de Arthus Bertrand, le syndrome du Titanic, Nicolas Hulot, Al Gore, des séries télé. Bref, l'imaginaire sociétal met en scène quelque chose de l'ordre d'un effondrement possible. Et ces derniers mois, cela a pris encore plus d'ampleur. La COP21, bien sûr, mais aussi tout un tas d'autres éléments. Donc la société a changé en termes d'opinion. Mais pour autant, on sait qu'il y a une crise grave qui s'amène, que les températures explosent, que les consommations de gaz à effet de serre explosent, que la population explose. Et vous voyez là, tout en haut à gauche, on continue à acheter de plus en plus de SUV. Nous avons donc un problème. Ce problème, c'est que les gens se disent prêts à changer et pensent même que c'est la seule solution, à plus de 3/4. Que le progrès technique, certes, a un intérêt, mais il ne permettra pas d'éviter le problème. Donc, nous savons. Nous savons, et pourtant, nous restons comme indécis. Nous ne savons pas comment faire exactement ce vaste changement. Voilà un schéma qui résume bien. Au milieu, l'individu, qui doit changer, qui doit évoluer. Au-dessus de lui, toutes les méthodes psychologiques. Tout ce qu'on peut inventer, le signal prix, il y a plein de méthodes psychologiques pour vous faire bouger dans votre tête. Mais ça ne vous fait pas bouger dans votre quotidien. Sur la droite, là-bas, vous voyez plutôt les groupes d'appartenance, les groupes auxquels vous appartenez, votre famille, vos amis, les clubs, tout un tas de choses. Eux aussi peuvent vous aider à changer. Ça, ce sont des méthodes. En bas, vous voyez la société. Oui, elle aussi, la société, va vous aider à changer avec des normes, des règles, des lois. Mais pour autant, et on l'a vu récemment, quand on fait bouger les choses en termes de société avec des primes ou des impôts, eh bien, il y a un recul, il y a tout un tas de gens qui n'acceptent pas ce changement-là. Et enfin, à gauche, bien sûr, pour vous aider à changer, on va vous trouver des solutions techniques. Bref, ce rapport qui avait été publié en 2016 explique toutes les méthodes existantes pour vous aider à changer. Et pourtant, ça ne marche pas. Il y a environ 75% d'entre nous qui disent qu'il faut changer. Et réellement, il y a environ 15% d'entre nous qui changent. Ce qui nous fait un petit problème de l'ordre de 60% de la population qui ne comprennent pas comment on fait pour changer. D'abord, qui ne comprennent pas le monde qui arrive,
et qui ne comprennent pas comment ils pourraient changer. Je vous ai mis cette petite image pour bien que vous compreniez l'état dans lequel nous sommes. Nous comprenons que les lignes sont des droites et qu'elles sont parallèles. Nous le savons, mais nous n'arrivons plus à le voir. Cette différence de perception, ce problème de perception, est aussi un problème social. Nous avons du mal à remettre les carrés aux bons endroits. Quand les carrés étaient alignés, tout allait bien. Tout était bien droit. À partir du moment où les carrés bougent, alors plus rien ne va. Tout s'effondre. Notre représentation collective et donc notre imaginaire social et donc nos actions dans ce monde. Imaginez qu'un de ces carrés s'appelle le progrès. On ne sait plus très bien si c'est bien ou mal le progrès. Imaginez qu'un autre s'appelle le confort. Pareil, quel confort? Et est-ce que le confort n'implique pas éventuellement de tuer des animaux pour votre confort? Est-ce qu'il ne pollue pas le confort? Est-ce que le progrès, le confort, l'innovation, l'intelligence ne sont pas des mots, des concepts qui ont tellement bougé qu'on n'arrive plus très bien à savoir ce qui est bon et ce qui est bien dans cette société, et du coup nous restons les uns et les autres bloqués. Je le disais, 60% d'entre nous sont victimes de ce qu'on va appeler une dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, c'est est-ce que vous voulez le changement? Et tout le monde lève la main, ou en tout cas 75%. Qui est prêt à changer? Et là, plus personne, ou presque, ne lève la main. Dissonance cognitive, ça veut dire qu'on aimerait bien faire quelque chose, mais qu'on n'y arrive pas. Et donc nous sommes collectivement un peu malades d'une maladie sociale, qui peut toucher les individus, mais aussi les groupes humains et les sociétés. Et nous sommes dans des sociétés qui disent « il faudrait » et qui n'y arrivent pas. Alors je voudrais vous proposer un petit bout de solution. Nous avons une opinion qui dit « il faudrait ». Nous avons un comportement qui dit « j'y arrive pas ». Passons aux attitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude? Une attitude, et là pour le coup, la psychosociologie a étudié les gens en laboratoire pour voir ce qu'ils font vraiment et pas seulement ce qu'ils racontent ou seulement ce qu'ils font, mais l'adéquation entre les deux. Et nous voyons bien que nous avons des attitudes qui ne sont pas en cohérence avec nos opinions et même parfois avec nos comportements. Vous voyez tout en bas, à gauche, c'est l'influence sociale. C'est celle que nous subissons, chacun d'entre nous, pour nous forger des opinions. Nous pensons telle ou telle chose, bien ou mal, que telle ou telle chose est bonne ou non, principalement parce que nous sommes influencés par notre milieu social, nos amis, notre famille, etc. Ça nous forge des opinions individuelles, mais qui viennent toujours du collectif. Ces opinions vont entraîner des comportements. Mais parfois, ces comportements sont obligatoires. Le code de la route, le fait que vous soyez assis et moi debout, c'est les conventions que nous avons entre nous. Vous ne les avez pas forcément choisis, ces comportements. Mais vous avez des attitudes, et c'est là que je voulais en venir, c'est plus important que les comportements ou les opinions à mon avis, c'est le gros bloc au-dessus. Et ces attitudes sont certes modifiées par les opinions que vous avez. Vous êtes plutôt un électeur de gauche ou plutôt un électeur de droite, même si ça aussi ça bouge beaucoup. Vous êtes plutôt un consommateur de viande, plutôt pas. Vous êtes plutôt végétarien, c'est une attitude. Vous êtes plutôt autosoliste, tout seul dans votre voiture, c'est plutôt une attitude. Ça ne veut pas dire que vous prenez votre voiture, simplement. Ça veut dire que vous avez une attitude à l'égard du monde. Vous vous positionnez comme « j'ai ma voiture et personne ne monte et je ne veux pas lâcher ma voiture ». Ou bien, vous êtes cycliste. Ou bien, vous êtes engagé dans, je ne sais pas, des choses extraordinaires au niveau international. Ce sont plutôt des attitudes, des opinions et des comportements plutôt stables que vous conservez et que vous pouvez modifier. Si on passe par les attitudes, alors, ces attitudes sont elles aussi, et vous le voyez à droite là-bas, il y a une flèche, modifiées par les comportements. En résumé, on sait en laboratoire que quand on met 100 personnes dans une salle, la moitié veut arrêter de fumer, l'autre moitié non, on leur fait tous les 100 arrêter de fumer, on les oblige, on les lâche dans la nature au bout de quelques jours, on les reprend une semaine après, on demande qui a continué d'arrêter de fumer, qui n'a pas continué, eh bien on a le même nombre de gens qui ont recommencé chez ceux qui voulaient arrêter que chez ceux qui ne voulaient pas. Donc, je sais qu'en termes humanistes, ce n'est pas extraordinaire, mais nous avons tendance à être plus guidés par nos comportements qui deviennent des attitudes que par nos seules opinions sur le monde pour changer. Changer, ça veut dire que vous devez changer de source de votre influence, de tout ce qui vous influence.
Alors, ça veut dire que vous devez changer les gens qui vous disent ou qui vous démontrent que ça c'est bien et ça c'est moins bien. Sinon, vous ne changez pas. Sinon, et c'est l'influence sociale qui nous l'explique, il y a 3 grandes façons d'influencer le reste du monde. La principale, c'est l'autorité. Vous êtes assis, je suis debout, c'est comme ça. Et dans plein d'endroits, le professeur est debout ou celui qui parle est debout. Et puis, il y a vos parents, l'autorité, il y a l'État, l'autorité, l'école, l'armée. Même si toutes ces autorités s'effondrent petit à petit sociologiquement, elles gardent quand même un peu d'importance dans l'influence qu'elles ont sur votre attitude et sur vos comportements. Deuxième type d'influence, le conformisme. La publicité et le fait que vous faites comme tout le monde. Vous avez appris à faire comme tout le monde. Nous faisons tous comme cela. Le conformisme, évidemment, c'est démontré en laboratoire, c'est aussi dans un groupe. Vous savez que telle chose est bleue et le groupe entier qui passe devant vous dit que c'est vert, et la plupart des gens vont dire que c'est vert. Parce que, à quoi ça sert d'aller à l'encontre du groupe? Enfin, quel est l'objet? C'est pas grave, je vais être comme tout le monde, c'est pas un enjeu. Sauf qu'à force de dire que c'est vert alors que vous savez que c'est bleu, et ceci est une expérience de laboratoire, eh bien nous nous sommes habitués à dire que les choses étaient vertes. Alors je ne suis pas en train de dire que l'individu doit absolument s'autonomiser, mais peut-être en remettant en question un certain nombre de ces conformismes, alors nous pourrions passer à d'autres formes d'influence. Parce que sinon, l'autorité et le conformisme, c'est le statu quo. Ni les gens qui ont l'autorité, ni ceux qui vous vendent des choses grâce au conformisme ne vont vouloir que vous changiez quoi que ce soit au monde tel qu'il est. Or, il va falloir changer. Et c'est ce que nous savons depuis le début, face aux problèmes, notamment de la crise climatique. Alors pour changer, il y a 2 grandes façons. La première, c'est la déviance. Il y a un problème, c'est que vous payez des amendes si vous êtes pris, voire vous allez en prison. Alors c'est la manifestation, c'est tout un tas de choses. Ça a son utilité, ça dit au monde, il est possible de remettre en question les influences traditionnelles. Mais la vraie façon de changer les choses, et elle a été découverte en laboratoire, encore une fois, par un psychologue social qui s'appelle Serge Moscovici, dans les années 70, a écrit un livre qui s'appelle « Psychologie des minorités actives ». Et il démontre dans ce livre qu'il a toujours existé une forme d'évolution des sociétés, c'est la minorité agissante ou active. Au sein d'une société, il y a des groupes qui pensent autrement que la majorité. Ce sont donc des minorités. Ils peuvent être nombreux ou très peu nombreux, mais ils peuvent, en fonction de leur comportement, de leur attitude générale, quand ils sont dans la société, faire évoluer l'ensemble de la société. Il y a plein de minorités actives dans nos sociétés. Il y a des gens qui ont, entre guillemets, raison avant tout le monde, qui pensaient, par exemple, que les femmes devaient être également reconnues que les hommes. C'est le mouvement féministe. Les gays devaient être non discriminés dans la société. C'est le mouvement gay des années 60, 70 et 80. Tous ces mouvements sont nés avec des minorités actives, ont eu une attitude générale consistante, ont répété leur message en permanence, sont devenus des mouvements sociaux qui ont pesé sur le cours des choses et ont changé l'ensemble de la société. C'est en gros une méthodologie du changement social. C'est la seule forme d'influence sociale qui fait évoluer les sociétés. Les autres la font régresser ou la font stagner. Donc, on sait qu'il faut s'attaquer aux attitudes et plus seulement à l'opinion et au comportement. On sait qu'il faut des minorités actives. Et ces minorités actives, en gros, elles vont permettre un changement. Vous êtes au début tout seul, comme dans le film 12 hommes en colère, que vous connaissez peut-être. Il est le seul, dans un jury de 12 personnes, à penser que l'accusé est innocent. Et au bout du film, petit à petit, en démontrant, en ayant une attitude cohérente tout le long, il attire à lui 1, puis 2, puis 3 autres jurés qui vont à la fin considérer que, en effet, l'accusé est innocent. Eh bien, d'une certaine façon, changer le monde, et donc changer soi, ça passe par ce type de groupe. Et donc, l'autre question qui est en germe, c'est à quel groupe allez-vous vous rattacher si vous souhaitez changer le monde? Eh bien, pour ça, il faut, pour changer, trouver des groupes qui correspondent à ce que vous voulez faire. Vous ne changez jamais tout seul, et vous ne changerez pas la société. Vous changerez des groupes qui seront de plus en plus des minorités actives, capables à un moment donné d'emporter la décision dans certains domaines. C'est comme cela que ça se passe en général
dans la société. Pour cela, il y a bien sûr des étapes. La première, je dirais que c'est qu'il faut apprendre l'état du monde actuel, comprendre surtout comment on peut modifier les choses. C'est important parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les mécanismes, par exemple du réchauffement climatique. La plupart d'entre nous, nous savons qu'il y a un problème, mais de là à savoir comment ça se passe, c'est autre chose. Or, pour être consistant, une minorité active efficace, il faut savoir comment ça se passe. C'est donc le premier, je dirais la première étape. Apprendre, comprendre, partager avec d'autres qui eux aussi doivent apprendre, comprendre de mieux en mieux et de plus en plus. Deuxième étape, il faut agir et surtout expliquer pourquoi et comment on agit. C'est-à-dire, bien sûr, avoir des comportements, agir, mais avoir aussi une opinion et être capable d'influer sur l'opinion d'autrui en lui expliquant « voilà pourquoi je prends mon vélo, voilà pourquoi je n'ai plus de voiture, voilà pourquoi je change de chaudière et je mets des panneaux solaires, voilà pourquoi je décide de ne pas avoir un troisième enfant. » Difficile parfois dans une société, surtout quand éventuellement vous avez peur parce que vous n'êtes pas sûr vous-même de votre place sociale, que vous avez besoin d'être réconforté, ce qui est une loi de la sociologie, ne vous inquiétez pas, c'est le cas de tout le monde. Troisième point donc, se rassurer. Si vous voulez changer le monde, et vous changez, et changer les choses, vous devez trouver les moyens d'être régulièrement rassuré. Rassurer, ça veut dire avoir une bonne estime de vous-même et faire en sorte que les autres vous reconnaissent. Vous voyez, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, vous construisez non plus une dissonance cognitive, mais vous vous mettez en consonance cognitive. Vous êtes aligné, disent certaines personnes. Vous dites enfin ce que vous faites. Et vous faites ce que vous dites et ce que vous pensez nécessaire. Pour cela, vous devez avoir un certain nombre de gens autour de vous qui vous rassurent et vous ne devez pas être seul, en pointe, sabre au clair, à aller vous faire tuer immédiatement au début de la bataille. Donc, de la stratégie, de la rassurance, de l'estime de soi, des gens autour de vous qui vous disent « oui, nous pouvons y arriver ». Et enfin, cette innovation sociale, ce changement que vous allez mettre en œuvre, eh bien, il va falloir le raconter. Il va falloir en faire un nouvel imaginaire. Il va falloir en faire une norme sociale nouvelle, puisque toute société a besoin de normes, de règles, de valeurs, et donc de codes, comme le code de la route. Il va falloir de nouveaux codes, le code du bien vivre ensemble. Et il va falloir raconter l'histoire de tous ces gens qui mènent une vie heureuse, agréable, partant de crises globales. Car tant que nous n'aurons pas de récit collectif, d'imaginaire collectif, nous ne changerons pas la société, car nous ne pourrons pas leur donner à voir ce que j'appellerais cette nouvelle vision du monde, cette nouvelle morale. Non pas une morale qui dit « voilà ce qui est bon et voilà ce qui n'est pas bon », la morale des principes, mais une morale des conséquences. Et qui dirait « je fais cela parce que ça a cela comme conséquence » et que je suis capable d'assumer les conséquences de chacun de mes actes. Voilà une nouvelle morale, donc un nouvel imaginaire, donc de nouvelles valeurs, codes, normes, mais tout cela n'est pas simple à faire, car nous avons tous aujourd'hui très peur. Nous sommes un peu subjugués par l'ampleur de la tâche à accomplir. Voilà pourquoi je voulais vous donner quelques petits éléments pour démarrer. Je vous remercie.